avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et bien, chers auditeurs, les inondations qui ont touché plusieurs villes du pays ont rappelé une évidence. Une copropriété ne se découvre jamais aussi fragile qu'au moment du sinistre. Assurance multirisque immeuble, responsabilité du syndic, déclaration expertise, travaux urgents, tout s'accélère. Et quelquefois tout se complique, surtout quand les charges ne sont pas recouvrées, quand le contrat est mal compris et quand la solidarité s'arrête à la porte de l'ascenseur. Nous en parlons ce matin de 10h à midi. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec une invitée qu'on aime à retrouver, Dalila Nasseri, que je salue. Bonjour. Salut cher Bakar, comment ça va? Ça va très très bien, mais j'espère que vous ne serez pas débordés. Ça dépend, Le syndic qui donne leur numéro de téléphone aux copropriétaires, à partir d'un certain nombre, ça n'arrête pas de sonner. Bon, j'espère qu'on a mis le silencieux. Exactement, c'est fait. Alors ce matin, j'allais dire actualité oblige, on est amené par nécessité effectivement à parler de la multirisque immeuble pour des raisons bien simples. C'est que ceux qui effectivement souscrivent ce contrat-là ne savent pas nécessairement comment l'actionner, ni même ceux qui pourraient envisager en tant que syndic bénévole de le souscrire. Le cas échéant, quels sont les intérêts, les aspects auxquels il faut être attentif, Dalila Nasseri, quand on souhaite effectivement s'intéresser à la multirisque immeuble. Alors la multirisque immeuble, ce qu'on appelle la MRI, est une assurance malheureusement qui n'est pas obligatoire. Je dis bien malheureusement parce qu'elle est très très importante et elle est très très vite profitable à une copropriété. La multirisque immeuble, la multirisque partie commune, elle couvre ce qui est commun, elle couvre tout ce qui est tout ce qui est partie commune et équipement commun. Oui. Donc ascenseur, escalier, palier, miroir à l'entrée, donc tout ce qui est commun hors partie privative bien sûr. Donc les copropriétaires doivent souscrire pour leur partie privative. La multirisque immeuble doit être votée en assemblée générale, donc elle doit être, le législateur oblige à ce qu'elle soit votée dans un PV d'assemblée générale et elle doit faire partie du budget de fonctionnement d'une copropriété. Oui, entre une multirisque immeuble et une autre, il y a d'abord des différences parfois de coûts et puis ce qu'on y met. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la multirisque, en fait, ça veut tout rien dire parce que c'est du déclaratif. Oui, on va assurer des capitaux. Exactement, on assure un capital, c'est les capitaux déclarés. Donc, il y a des éléments que l'assureur va vous demander, c'est-à-dire l'année de construction, il y a combien d'ascenseurs, il y a combien d'immeubles, et la valeur des bâtiments. Et en fait, c'est là où va se jouer le prix de ce qu'on appelle le prix de la prime. Oui, donc, si on va déclarer une valeur de bâtiment, partie commune. Donc, quand on va déclarer 1 million de dirhams, je prends l'exemple d'un immeuble R+5, quand on déclare 1,5 million de dirhams de valeur de bâtiment, on a une prime qui coûte entre 4 000 et 5 000 dirhams par an d'assurance. Plus la prime et la valeur de bâtiment, elle est élevée, plus les capitaux, bien sûr, sont élevés à couvrir, plus la prime qu'on va payer, elle est importante. Maintenant, dans une assurance multirisque partie commune, ce qui nous intéresse, c'est, en tant que syndic, c'est la RC, la responsabilité civile au niveau des ascenseurs. La RC piscine, par exemple, quand il y a une piscine ou bien une aire de jeu, c'est important. La RC local syndic, la responsabilité civile du syndic et de ses locaux. Et surtout, tout ce qui est dégâts des eaux, dégâts électriques. Oui. Garage, est-ce que les garages sont des parties communes? Les garages, c'est des parties communes, ils sont assurés également. C'est d'autant qu'il y a eu quelques mots d'ordre qui ont pu circuler, de les évacuer. Oui, effectivement. Les garages. Ceux qui sont pas présents, ceux qui n'ont pas pu, qui n'étaient pas nécessairement sur les lieux et qui n'ont pas nécessairement pu évacuer, est-ce que cette assurance-là est utile dans ce cas de figure lorsque le garage est inondé, lorsqu'il y a des dégâts dans le garage ou lorsque les voitures sont endommagées? Si l'assurance des voitures dans le garage est comprise dans le contrat.
parce que c'est une option. C'est une option. C'est une option, les voitures, C'est les pour ça véhicules stationnés. Mais toujours, le diable se cache dans les détails. Exactement. Toujours. Donc, Et en général, il on faut- ne prend pas les véhicules parce qu'on dit qu'un véhicule, il a sa propre assurance. Oui. Et puis, les valeurs de véhicules, ça peut changer, ça peut aller Oui. très très vite. Ça dépend des copropriétés. Exactement. Donc, en général, on ne les prend pas, mais tout ce qui est partie commune de sous-sol, c'est-à-dire inondation de sous-sol, infiltration d'eau ou autre, c'est pris en charge par l'assurance et tout dépend des capitaux que nous avons. C'est-à-dire, je peux avoir un dégât électrique ou un dégât des eaux à hauteur de 50 000 dirhams par an. C'est-à-dire, je ne peux pas dépasser 50 000 dirhams de prise en charge par mon assurance. Ah bah c'est... Oui. Il faut voir les capitaux qu'on a. Oui, C'est oui. pas tout de souscrire. Il faut demander à la police et lire et voir qu'est-ce qu'on a comme capital. Si je suis dans une résidence où je sais qu'il y a beaucoup de problèmes d'aller-retour de courant ou autre, il faut que j'augmente ma ligne dégâts électriques. Au bout de 2 variateurs d'ascenseur, c'est tout de suite 100 000 dirhams. Donc, c'est une ligne que je dois augmenter. Ah. Si j'ai des problèmes d'étanchéité ou d'infiltration d'eau, il faut que je regarde ma partie dégâts des eaux. Donc, en fait, c'est pas tout de souscrire une assurance. Il faut adapter l'assurance à l'immeuble où j'habite, à ma copropriété. Oui. Il y a aussi un autre élément très important que Mais je fais très vite de rappeler que, bon, Dalila Nasseri, tu travailles pas dans les assurances. Et pourtant, tu imagines que ce devrait être intéressant que de rendre cette assurance-là obligatoire. Alors pourquoi? Exactement. Eh bien, parce que des fois, les dégâts ils sont trop importants et un syndicat ne peut pas les prendre en charge. C'est-à-dire, il suffit Est-ce que qu'il y a j'ai un exemple qui vient immédiatement à l'esprit? un ascenseur. Là, un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit. Ah. J'ai une résidence où on a eu, à Bouskoura, on a eu un aller-retour du courant et on a eu tout de suite 2 pièces qui sont tombées qui ont été cramées, qui ont rendu l'âme. C'est tout de suite une réparation de 70 000 dirhams. Et heureusement qu'on est assuré, on a pu faire prendre ça par l'assurance dans le cadre du dégât électrique. Et si j'avais pas cette assurance, j'aurais été très mal parce que c'est une ligne budgétaire qui n'existe pas. Et c'est un montant qui n'est pas anodin. Oui, bon, 70 000 dirhams, oui. Le matelas financier... C'est une grande ligne, ouais. Voilà, donc il n'y a pas cette Une largesse. une assurance, quand on Soit. fait bien le job, on va dire, des déclarations dans l'heure et tout, elle est très très vite Oui, amortissable. c'est pas tout de souscrire à l'assurance, mais encore faut-il ne pas rentrer dans les exclusions, rester dans les délais, et ainsi de Regarder suite. Et ses de ce point de capitaux, vue, bon, déclarer dans les 5 jours, refaire dépêcher un expert ne avant pas de être faire les syndic si on n'est pas réparations. méthodique Exactement, tout à fait. ou négligent. On peut être animé des meilleures intentions, Tout à fait. mais si on a le tempérament un peu Exactement. négligent... Exactement. ouais. Un sinistre, il faut le déclarer dans les 5 jours. Oui. Sinon, c'est mort. Donc oui, mais de ce point de vue, quand on est syndic entre guillemets professionnel, on est rodé à l'exercice. Même Oui, si on a des mécanismes, on a des process. Dès qu'on a un sinistre ou dès qu'on a un problème, on déclare par défaut à l'assurance et puis on va à ce moment-là, si l'assurance, elle prend en charge. Sachant que l'assurance, elle prend en charge le dégât, pas la réparation. les dégâts. Oui. Le dégât. Donc, quand on a par exemple un dégât des eaux, l'assurance, elle ne va pas réparer l'étanchéité. Elle va réparer le dégât que l'infiltration d'eau a fait. Oui. Quand vous faites un accident avec la voiture à cause des plaquettes de frein, l'assurance, elle ne remplace pas les plaquettes. Elle va remplacer le dégât que le choc a fait. Et c'est une nuance importante. C'est pour Bien ça, sûr. bon, il faut effectivement être vraiment renseigné au possible. Parce que les déceptions ont vite fait d'arriver. Alors, il est 10h19. On va se retrouver après une courte respiration musicale. Et on reprendra la suite de notre émission dans quelques instants. Mais j'enjoins ceux qui nous écoutent, qui ont des avis ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter toujours au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission avec notre invitée Dalila Nasseri, qui est directrice générale de la société de syndic Gestis. Alors, nous nous intéressons spécifiquement, ce début d'émission, actualité oblige, à la multirisque immeuble. De ce point de vue, bon, par rapport aux dégâts qu'on a pu constater, quels sont les bons réflexes qu'il s'agit d'adopter pour effectivement les immeubles qui, ayant souscrit ce type de contrat, pourraient penser effectivement activer ou à bénéficier d'une forme de prise en charge. Alors, le bon réflexe, bien sûr, c'est tout de suite déclarer à l'assurance. Déclarer à Appeler, l'assurance. photo. Alors, oui. appeler et mail, surtout, pour laisser une traçabilité de l'heure et du jour de la déclaration, pour ne pas être hors délai. Parce qu'un sinistre doit être déclaré dans les 5 jours, sinon il est hors délai de déclaration. Et il faut envoyer un mail
en expliquant la nature du dégât afin de dépêcher, que la compagnie dépêche un expert et bien sûr rappeler au téléphone pour activer le processus. Donc ça c'est par rapport, lorsqu'on constate un dégât et lorsque, on se dit est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que il n'y a pas des franchises, quels sont les types des dégâts qui méritent entre guillemets qu'on s'y investisse, parce qu'il n'y a pas que des personnes méthodiques, il y a des personnes négligentes mais qui doivent être intéressées entre guillemets par rapport au montant des dégâts constatés, qui s'imaginent pouvoir, entre guillemets, récupérer le cas échéant. On a parlé de réflexe. Vraiment, le premier réflexe à avoir, c'est déclarer. Déclarer et ensuite on verra. Déclarer, c'est-à-dire pour ne pas être dans la prescription. Et à ce moment-là, l'assurance, elle fait une offre. Soit elle vous dit réparer, on va vous rembourser le devis que vous avez envoyé. Soit elle peut vous donner un chèque. Elle estime pour faire les réparations, à vous de voir si vous allez les faire ou pas, ou elle va envoyer un expert et à ce moment-là, elle vous dira le montant de la prise en charge. Mais on connaît tous ce sport qu'on pratique, déclarer, et après, voyez avec la compagnie ce qu'elle va prendre en charge. Oui. Mais c'est toujours intéressant. C'est toujours, ça ne peut être que intéressant, parce que dans tous les cas, la réparation, vous allez la faire. Ça va être juste une réparation à coût moindre, parce qu'il y a une participation de la compagnie. Oui, et après, effectivement, encore faut-il constater les dégâts au niveau des sous-sols, de la façade. Sous-sol, façade, escalier, ascenseur, jardin, tout ce qui est équipement, tout ce qui n'est pas privatif en fait, tout ce qui n'est pas à l'intérieur de votre appartement. Il est pris en charge par la MRI, par la mutuelle. C'est toujours à l'initiative du syndic. Et c'est toujours à l'initiative du syndic, c'est lui l'interlocuteur de l'assurance, c'est lui qui déclare le sinistre et qui va suivre le dossier effectivement. Bon, oui. Maintenant, quand on souscrit une assurance, il y a quelque chose de très très important à savoir. Ça, peu de gens le connaissent, c'est que vous pouvez avoir une décote selon vos équipements. C'est-à-dire, ne pas dire juste je veux une assurance, et donnez-moi une prime, un devis, c'est dire à l'assureur je veux une assurance, mais attention, monsieur l'assureur, j'ai une société de sécurité privée, j'ai une installation de caméras de surveillance, j'ai des portes blindées. Pour négocier pour ça, ça joue au niveau au niveau des cotations des compagnies. Oui. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que ceux qui ne manifestent pas ces éléments-là ou ne les font pas entendre, c'est pas l'assurance qui va aller vous suggérer de les mentionner, le cas échéant. Donc, ça, c'est bon à savoir. Oui, pour le syndic professionnel comme pour le syndic bénévole. Et comme pour le particulier d'ailleurs. Oui, bien sûr, quand vous assurez chez vous et que vous dites j'ai un système de télésurveillance, une alarme, une porte blindée, je sais pas, un Rottweiler, donc ça. Oui. J'espère que vous n'avez pas les mêmes mots de passe que... Mais la cote, le montant de la prime n'est pas le même. Significativement, Diana Célé, ou... Oui, bien sûr, complètement, parce que en fait, c'est un... Mais faut faire attention à ne pas mettre les mêmes mots de passe qu'au Louvre. L'assureur, les compagnies, ils ont un logiciel en fait. Et dans ce logiciel, ils vont cocher est-ce que le client a ça, et en fonction de des équipements du client, la cotation n'est pas la même. Oui. Et par rapport aussi, disons, à la vétusté des équipements, est-ce que on peut essayer d'éviter le décote par rapport aux réparations, parce que lorsqu'on fait des émissions sur les assurances en ce qui concerne les voitures, lorsqu'il y a des dégâts au niveau des véhicules, il y a une décote associée à la vétusté, parce qu'on va remplacer des pièces anciennes par des pièces neuves. Oui, et pour ça, l'assurance, elle demande l'année de construction, de construction de l'immeuble. Et c'est quelque chose de similaire aussi, par exemple, en ce qui concerne les ascenseurs. Bien sûr, la cotation d'un immeuble des années 60-70 ne sera pas la même qu'un immeuble récent de 2025. Bien sûr, c'est clair. Après, effectivement, il y a aussi la contestation de l'origine des sinistres. Il n'y a pas que les inondations, il y a quelquefois les dégâts des eaux, et il s'agit de faire des investigations. De ce point de vue, le rôle du syndic, c'est toujours simplement de mobiliser l'expertise, et c'est toujours l'expertise qui va trancher lorsqu'il y a une interrogation sur l'origine, entre guillemets, du sinistre. Je vais te donner un exemple concret d'un cas qu'on avait eu. C'était une infiltration d'eau dans un ascenseur. Donc, il y a eu de l'eau dans l'ascenseur, des pièces ont été endommagées. Et en fait, l'origine venait d'un appartement.
donc d'un appartement. Et c'est un appartement qui a eu un débordement d'eau et l'eau est sortie de Personne n'y l'appartement. habitait dans cet appartement. Personne n'y habitait. Ah. Et en fait, il y avait toute une histoire, une concurrence entre assureurs. Est-ce que ça vient de la partie commune, le couloir, ou est-ce qu'on va aller chercher la responsabilité du propriétaire en question pour l'engager et ne pas engager l'assurance de l'immeuble? Voilà, donc il faut que l'origine vienne des parties communes et pas que ça soit d'un fait de quelqu'un ou de quelque chose de fait par un être humain. En tout cas, les retards ne seront pas de notre fait. Il est 10h30, l'heure est aux actualités. Nous serons présentés à l'instant même par Karim Dronet qui nous a rejoints. On va lui céder notre place volontiers et puis on va se retrouver pour la suite de notre émission. Ceux qui ont des avis ou des questions ou des témoignages, toujours, n'hésitez pas à les faire entendre au 05 22 95 36 70 ou 80. Bon, il y en a qui demandent des dédommagements d'une certaine ampleur dès qu'il a l'inséré. Bon, alors nous parlons ce matin de la multirisque immeuble et nous parlons de la copropriété. Bien entendu, il n'y a pas que l'aspect assurantiel. Nous restons, cela dit, ouverts à l'échange, à vos questions, à vos avis. Et si vous en avez, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec Delilah Nasseri qui est directrice générale de la société de syndic Gestis. Alors, quand on parle de multirisque immeuble, Delilah Nasseri, dans la souscription, alors on a évoqué quelques astuces, sur quelques points sur lesquels il fallait être attentif. Est-ce qu'on a été exhaustif sur cet aspect-là? Oui, donner, préciser à l'assureur que vous avez des éléments de sécurisation, des éléments de confort qui peuvent influencer la cotation. Donc, comme j'ai dit, les caméras de surveillance, avoir une société de sécurité dans la résidence, avoir, je sais pas, des portiques qui se ferment. Tout ça, c'est des choses qui peuvent influencer une cotation auprès de votre assureur. Et puis, un immeuble, c'est pas tout à fait la même chose qu'un groupement d'habitation. Et parfois, il y a beaucoup de... Oui. Bien sûr, parce qu'il y a des... Parce que là, on sécurise pas un immeuble. Les parties communes entre les immeubles, donc c'est quand même délicat. Enfin, plus difficile. Il y a les parties communes et puis il y a la clôture, donc les risques d'infiltration. Il y a des espaces verts aussi à assurer. Donc, bien sûr, c'est pas le même risque. Et pour ce qui concerne la souscription, entre guillemets, à une assurance, est-ce que ça se fait par immeuble ou en ce qui concerne les groupements d'habitation? Donc, ça se fait par copropriété. Oui. Et dans la police, vous avez le détail de quoi est composée la copropriété. Oui. C'est-à-dire, veillez bien à ce que vous ayez les 11 ascenseurs assurés. Veillez bien à ce que vous ayez, je sais pas, les 2 sous-sols bien inscrits dans le contrat. Donc, c'est très important parce que c'est quand on a le problème, qu'on réalise que, non, nous, on a cru comprendre qu'il y avait qu'un seul ascenseur. Non, il y a 11 immeubles. Donc, c'est très, très important de relire le contrat avant de le signer et demander le détail de la police avant de la signer. Pour voir quels sont les capitaux garantis et les franchises que vous avez éventuellement. Mais si l'un des immeubles souhaite souscrire à cette assurance-là pour son compte, en payant peut-être une cotisation supérieure, ça ne peut se faire qu'au niveau du... Non, c'est pas possible. Oui. Parce qu'en fait, c'est une copropriété, c'est-à-dire c'est un seul bloc. On assure un bloc, on assure un seul règlement de copropriété. Donc, copropriété, on raisonne toujours règlement de copropriété. L'assurance, elle va assurer un titre foncier mère lié à un règlement de copropriété avec son détail en termes d'unités et d'immeubles et d'ascenseurs qui le composent. Oui. Après, effectivement, il y a parfois les cas de contestation, des cas plus délicats avec l'assurance lorsque, on soupçonne qu'il y a eu une dégradation, une négligence du syndic. De ce point de vue, c'est simplement des échanges avec l'assurance qu'il s'agit de convaincre peut-être par rapport à la nécessité de prendre en charge un sinistre qu'elle est censée prendre en charge. C'est de bonne guerre, c'est-à-dire que l'assurance, elle va toujours essayer de pas prendre en charge et le client va toujours essayer de faire prendre en charge. Donc c'est de cette bonne guerre. Maintenant, il faut juste pas tomber dans les pièges des déclarations hors délai, exiger, suivre l'arrivée de l'expert pour faire son rapport et garder surtout une traçabilité des échanges par email à minima parce que l'assureur, très souvent, c'est pas la même personne qui suit le dossier. Donc, c'est pas évident. Il y a eu les habitudes des groupes WhatsApp pendant Covid-19 où, effectivement, c'était... Oui, on n'a pas nécessairement toujours le réflexe
Oui, de recourir au mailing. Oui. Et, Avec un institutionnel, il vaut mieux avoir recours aux emails. Oui. alors, c'était effectivement, pour ce qui concernait ce chapitre assurantiel, nous resterons ouverts à vos questions sur ce point si vous en avez. Mais bon, la copropriété ne se résume, loin sauf faux, pas seulement à ces questions-là de l'île Nasseri. Il s'agit également de traiter beaucoup d'aspects. Alors aujourd'hui, c'est la période aussi des assemblées générales. Et oui, bon, en général, quand on reçoit un syndic, bon, à son niveau d'énergie et sa fatigue, on voit si il a été un peu plus débordé qu'à l'accoutumée, même s'il y a effectivement aussi la grippe saisonnière. Mais Ouais. c'est le moment où effectivement on tient le maximum d'assemblée générale. Effectivement. Alors non, là, en ce moment, c'est la période des clôtures. C'est-à-dire, on est en train de faire, on fait nos atterrissages, on commence à préparer le bilan, à initier les audits, là où on a des audits, et la période des assemblées générales, pour les exercices calendaires, hein, janvier-décembre. Les audits, Les audits, oui. bon, c'est pour les gros budgets. Pour les gros budgets, et en fait, les audits qui vont devenir automatiques l'année prochaine, le commissaire aux comptes. Ça, on va y venir. Mais les audits, alors pour quelles raisons? Pour rassurer les copropriétaires qui paient un certain montant de charges mensuellement ou Exactement, parce que annuellement? quand on tourne à des budgets de 14 millions, 20 millions ou 8 millions, il vaut mieux auditer les comptes. Ah oui. Oui, ça rassure, c'est un gage de transparence, et c'est très très important à partir d'un certain un montant de budget. Sans parler de l'obligation légale qui est devenue maintenant par défaut celle de À partir de l'année certifier, prochaine, à partir de 2026. l'exercice prochain, Oui. de certifier Oui, les oui. comptes par un commissaire Ouais, aux comptes. oui, les commis... oui. Ouais, mais en fait, ça va de soi, c'est-à-dire que vu que l'exercice prochain, on va le certifier par un commissaire aux comptes, il vaut mieux que celui-là, le N-1, soit déjà correctement tenu pour avoir les bons reports à nouveau pour l'exercice suivant. Bon, sur ce point, sur les obligations légales à partir de l'année prochaine, les syndics bénévoles et les syndics professionnels, mais surtout bénévoles, bon, doivent ouvrir grand les oreilles. On va y venir après la respiration musicale, parce qu'il s'agit de s'y préparer. Après, effectivement, il y a d'autres points qu'on essaye de traiter dans ce moment particulier, si on organise effectivement ces assemblées générales en cette période. Ce sera après la respiration musicale. Et je rejoins toujours ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et avec Dalila Nasseri qui est avec nous ce matin, qui dirige Gestis, une société de syndic, et nous nous intéressons également aux assemblées générales qui se tiennent en ce moment même. Nous évoquions effectivement, pour celles qui ont une certaine taille, la nécessité de procéder à des audits, c'est de nature à rassurer les copropriétaires. Mais quels sont les aspects qu'on est censé, entre guillemets, traiter en premier lieu lorsqu'on est syndic bénévole et qu'on organise et qu'on se doit d'organiser ces assemblées, qu'on omet quelquefois d'organiser comme il se doit. Dalila Nasseri, on a eu beaucoup de témoignages d'auditeurs qui sont dans des copropriétés, et on tient les assemblées générales une fois tous les 3 ans. Et il n'y a pas que des personnes, entre guillemets, méthodiques, organisées, et quelquefois, minutieuses dans le travail qu'elles ont à accomplir. Alors, il faut veiller à la bonne tenue de toutes les assemblées générales, parce que, en fait, on en aura besoin, la documentation, on en a besoin quand on va aller ester en justice, par exemple, pour les injonctions, pour faire les injonctions de paiement. C'est-à-dire, quand on va aller ester en justice quelqu'un pour payer 2020, 21, 22, 23, il faut que j'ai le PV de 2020, 21, 22, 23. Il faut que je puisse prouver au juge qu'il y avait un budget, qu'il y avait des assemblées générales tenues, qu'il y avait des cotisations sur la base desquelles je vais demander à mon jugement, mon injonction de paiement. Donc ça, c'est très très important. Il faut aussi... les syndics bénévoles préparer bien tenir la comptabilité. Il vaut mieux la faire maintenant par un logiciel de comptabilité. Oui. Je ne vais pas citer de noms commerciaux, mais un logiciel de comptabilité pour avoir de bons les balances, les grands livres. Même Et pour pour avoir- les petits immeubles, il y a un Les petits document, immeubles, document à télécharger. Les petits immeubles, ce Oui. que le législateur appelle les petits budgets, c'est-à-dire en dessous de 200 000 dirhams, Mm. il n'y a que 2 annexes à remplir. Voilà. Mais c'est des annexes comptables, c'est-à-dire report à nouveau. En fait, la comptabilité du syndic, c'est pas
pas un tableau Excel avec ce que j'ai rentré, qu'est-ce que j'ai sorti. Parce que quand on parle de comptabilité, ça va vite fait C'est d'effrayer ceux qui... c'est ce que j'ai, les comptes en souffrance, c'est un chiffre d'affaires qu'il faut aller chercher. Les fournisseurs que j'ai pas payés, ça s'appelle une balance fournisseur, il faut aller approvisionner. Donc c'est de la comptabilité et qu'il faut tenir correctement et ne pas considérer une année indépendante de l'autre. C'est un cumul, c'est comme le bilan d'une entreprise. On va cumuler, on fait le report à nouveau du déficit ou de l'excédent. Les dettes. Pardon? Certains cumulent surtout les dettes vis-à-vis oui, ça, il faut faire ce report à nouveau, exactement. Ah, le report à nouveau, oui, Exact. bon. C'est moins parlant qu'une dette qui se cumule avec le temps. Et que d'aucuns, en achetant un appartement, se retrouvent dans l'obligation de payer. C'est pour ça qu'il faut être en la matière très attentif. Alors, en ce qui concerne les assemblées générales d'Al Naseri, l'intérêt c'est que quand il y a des dettes, si on en fait organiser les assemblées, on pourra les réclamer, mais ce n'est pas le seul intérêt. Il y a parfois des décisions qui sont quelquefois contestées, et je pense notamment à la sous-location. Nous en avions parlé tout récemment, en tout cas dans une précédente émission. C'est un sujet qui fait débat. Il y a beaucoup de décisions à prendre dans une assemblée générale. Bien sûr, il faut la présentation du rapport moral et financier du syndic, il y a les décisions de travaux à prendre en charge, les décisions de rénovation, les décisions d'investissement, les décisions à prendre pour les infractions, par exemple, ou autres. Donc, c'est... Les infractions. Oui, les infractions. Je suis en train de penser à un exemple, là, j'ai tenu une réunion. Il n'y a que des exemples quand on travaille dans ce métier. Oui, parce que j'étais en visu avec une copropriété à Marrakech hier, et en fait, on a hérité de l'ancien syndic beaucoup d'infractions au niveau des appartements, des pergolas, beaucoup de fermetures. Et en fait, on se posait la question, est-ce qu'on va aller demander à toutes ces personnes-là de remédier et d'enlever leur infraction, ce que je parle d'une résidence qui fait plus de 300 lots, ça fera beaucoup, c'est quelque chose qui date c'est des infractions qui datent d'il y a 10 ans. Moi, syndic, je peux le faire, c'est mon droit. Le syndic est là pour préserver l'aspect extérieur de la façade. Oui, mais qui a dégradé? Pardon? Qui a dégradé? C'était une négligence de l'ancien syndic, du syndic d'accord. sortant. C'est une résidence que j'ai depuis 3 ans maintenant. Et la négligence est considérée comme étant une infraction, négligence du syndic? Non. La négligence du syndic, il a laissé faire les modifications. Donc maintenant, la décision, est-ce qu'on va aller envoyer 300 mises en demeure ou est-ce que c'est une décision qu'on va discuter à l'Assemblée générale et l'Assemblée générale sera souveraine de décider est-ce qu'on laisse, est-ce qu'on oublie ou est-ce qu'on va demander à tout le monde de faire si le degré de laideur est suffisamment important pour qu'on... Quand il s'agit d'un ou 2 appartements, c'est pas grave, mais quand il s'agit de beaucoup, ça fait, même en termes de démarche, ça fera beaucoup. Oui, c'est ça la difficulté. Alors, il y a beaucoup de décisions qu'on peut prendre. Et il y a effectivement des aspects qui ne font pas consensus. Alors, de ce point de vue, même le syndic professionnel, il est diplomate. Il faut parfois procéder en amont dans certaines copropriétés, de sorte à ce que les présents puissent voter des éléments en fonction de ce qu'on pense être le bien de cette copropriété d'Al Naseri. Oui. Les absents ont toujours tort dans une assemblée générale. Dans une salle de classe. Dans une salle de classe ou de réunion. Alors quand tout va bien dans une résidence, les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas parce que tout va bien. On a l'impression que le devoir est de payer sa cotisation et puis c'est déjà un devoir accompli, c'est déjà pas mal. Les gens se mobilisent pour une assemblée générale quand ils veulent le changement, quand ils ont beaucoup de réclamations, quand ils ont un ras-le-bol. Mais quand tout se passe bien, les gens ne viennent pas. Et c'est là le piège, c'est que des fois les décisions sont prises lors de ces assemblées générales et les gens se retrouvent à manifester leur désaccord. Après coup, il fallait venir. Oui, mais après l'heure, c'est plus l'heure. Là, il y a toujours des exemples qui viennent à l'esprit. Mais généralement, le syndic, avant d'organiser l'Assemblée générale, il envoie un ordre du jour pour tout à fait. mettre en avant, en évidence, parce que, les éléments qui seront discutés. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas dans l'ordre du jour, qui peuvent être discutés à l'initiative d'un... Oui, ce sont les éléments qui ont été rajoutés au moins 24 heures avant. C'est une spécificité aussi marocaine.
on peut rajouter à l'ordre du jour, 24 heures avant la tenue de l'Assemblée générale, un ordre du jour à des résolutions à discuter et le syndic a l'obligation de les insérer et d'en débattre lors de l'Assemblée générale. Oui. Donc, mis à part cette possibilité, on ne peut pas se présenter le jour même et sortir de sa goguette on débat de l'ordre du jour qui a été envoyé et des résolutions dûment envoyées au syndic 24 heures avant la tenue de l'Assemblée générale. Ça ne marche pas. Il faut s'y préparer, ou en tout cas, si on a de bonnes idées, y songer. Après, il y a le divers. Il y a toujours dans un ordre du jour la rubrique divers. On peut mettre des choses, inscrire dans les divers beaucoup de choses. Beaucoup d'éléments à débattre, mais qui ne seront pas adoptés. Ça fera piste de réflexion pour le syndic ou pour la prochaine Assemblée générale. Oui. Et tu disais, Dalila Nasseli, que les personnes qui se présentaient aux Assemblées générales, c'est par rapport à un mécontentement ou une insatisfaction quelconque. Non, je parle de la masse, c'est-à-dire quand on a une grosse Assemblée générale, en général, c'est qu'il y a un problème. Beaucoup de gens mobilisés, c'est mauvais. Exactement, tout à fait. Il y a beaucoup de gens mobilisés parce qu'il y a des hausses en ce qui concerne la cotisation, le syndic. Ça peut être la hausse du budget, ça peut être mécontentement. En général, c'est parce qu'on est mécontent du syndic et qu'on se mobilise pour le virer, en général pour le révoquer. En général, c'est un peu ça. C'est une situation dégradée d'une résidence, c'est un ras-le-bol, je sais pas moi, d'une piscine en travaux depuis 2 ans. C'est un ras-le-bol en général. Les gens se mobilisent pour un ras-le-bol. Oui, mais cela dit, il faut des conditions pour arriver à ses fins. Quand on en a le souci, même s'il n'est pas à conseiller à une personne de se maintenir lorsqu'elle n'est pas désirée, de façon générale. Complètement. Dans le couple comme dans la copropriété. Dans le couple comme dans la copropriété, qu'elle soit, j'ai envie de dire, bénévole ou professionnelle, quand on s'entend plus, il faut arrêter. Malheureusement, on voit des fois des syndics bénévoles qui s'accrochent au poste, ou des fois même professionnels, qui s'accrochent, qui partent pas, et malheureusement ça fait que dégrader encore plus. Mais c'est pour ça qu'il faut entre guillemets être soucieux du ce que tu appelles le formalisme. Souvent, lorsque tu parles de l'organisation effectivement des assemblées générales, oui, il faut faire très attention au formalisme parce que le diable est dans le détail du formalisme. Toute assemblée générale, on peut lui trouver un vice de forme, donc il faut en éliminer un maximum. Donc envoyer la convocation 15 jours avant, avertir les autorités locales, tenir une feuille de présence, l'émarger par le président et secrétaire de séance, notifier ce PV dans les 8 jours. Donc tous des détails de formalisme qu'il est très très important à respecter. Et que beaucoup de syndics... Alors, il y a les experts comptables et beaucoup de retraités qui réussissent dans ces missions-là. Alors, il est 10h54 et on va faire entendre une courte respiration musicale avant de reprendre la suite de notre émission des experts. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas si vous voulez faire entendre des avis ou des questions, c'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80. Et on nous appelle ce matin, de face, manifestement m'indique que Siab Laziz est avec nous à l'antenne. Et je précise, bien entendu, à tous ceux qui nous écoutent, que vous pourrez nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Eh bien, Siab Laziz, on est à votre écoute. Bonjour à vous. Bonjour Siab Ali, bonjour Madame Dalila. Bonjour Sidi. Tout d'abord, je suis un syndic bénévole à côté de Skhera, c'est à côté de Casa. Ah oui, Skhera. Oui, j'habite à Fès, oui. C'est ça. Et comme toujours, lorsque on a acheté un appartement, on a payé les 2 ans de syndic. C'est 2400 dirhams pour 2 ans. Mm-hmm. Et lorsqu'on a une année, c'est le promoteur qui fait le syndic. Après une année, moi, je suis devenu un syndic bénévole. Mm-hmm. Et maintenant, comment je vais faire pour les résidents? Est-ce que je le fais à partir de la remise de clé? Les 2 années, ça compte à partir de la remise de clé ou de la date de la réservation. Étant donné que tout le monde, nous avons acheté début 2024, mais tout le monde a réservé la fin 2023. Ah, d'accord. Maintenant, est-ce que je vous demande aux gens, aux résidents, de payer... Sachant que les nouveaux acheteurs ont payé 2 ans à l'achat. Ou la date de réservation. D'accord. De leur appartement. Je ne sais pas comment je fais. Ok, alors la date, le compteur de vos résidences, il démarre à ce qu'on appelle la minute du notaire. C'est-à-dire la date où vous avez signé chez le notaire.
Est-ce que vous avez ces informations-là? C'est-à-dire, le jour où vous avez signé chez le notaire votre acte d'achat, vous êtes devenu propriétaire, votre cotisation commence le compteur a démarré. Ce n'est Donc, pas la réservation. L'achat. Voilà, ce n'est pas la réservation, ce n'est pas la remise de clé. C'est l'achat, c'est ce qu'on appelle la minute notaire. Ah oui, ça oui, merci beaucoup. Oui. Donc, non, chez nous, j'ai consulté les syndics. Les gens disent, un syndic me dit la date de réservation. Un autre dit la date d'achat. Ah non, ça peut pas être. Non, c'est ce que je vous ai. La date d'achat chez le notaire, c'est ça, la date d'achat. Oui. La date la minute notaire, c'est la référence légale. C'est-à-dire, en cas de litige, je vous donne un exemple. Vous pouvez très bien, ça arrive des fois, vous achetez chez le notaire, mais le transfert de propriété à la conservation foncière ne va se faire qu'au bout de 2-3 mois. D'accord? Oui. Des fois, il y a des délais. Vous pouvez très bien acheter chez le notaire, vous êtes propriétaire, mais vous n'avez pas pu venir récupérer votre appartement parce que vous êtes à l'étranger ou autre. La remise de clé, vous n'allez la faire que 3 mois après. Ce n'est pas normal, vous êtes déjà propriétaire. C'est pour ça que la référence légale, c'est la minute notaire, c'est-à-dire le jour où vous avez chez le notaire signé votre contrat d'achat. Merci beaucoup, madame. Merci. Et la réservation ne vaut pas transfert de propriété. La réservation, c'est juste vous avez réservé un bien que peut-être vous n'allez pas acheter. Imaginez votre crédit n'est pas accordé ou que vous avez changé d'avis, vous n'êtes pas propriétaire. Et malheureusement, des syndics bénévoles prennent compte date spécifique, la date de réservation. Ah bah ils ont tort. Et merci beaucoup, madame. C'est nous qui vous remercions. Et on reste ouvert à vos questions sur la copropriété jusqu'à midi. Alors, pour ça, c'est un moment délicat. Si j'ai bien entendu, il s'agit de quelqu'un qui assume la responsabilité d'être syndic bénévole dans une résidence où effectivement les livraisons débutaient en 2024 et les personnes ont payé 2 ans par avance. Et bon, ça nous permet peut-être quelques rappels utiles par rapport à ceux qui sont dans des démarches d'acquisition d'un bien immobilier, par rapport effectivement aux obligations qu'on fait croire ou qui sont bien réelles par rapport au paiement ou non des charges de copropriété 2 ans à l'avance ou parfois 3 ans. Comment ça peut se faire, disons, ou de façon entre guillemets sécurisée pour l'acheteur? Alors, on peut très bien, j'ai envie de dire on peut très bien, c'est devenu quasiment la règle. Hein. L'auditeur l'a dit, on a payé comme ça se fait, je ne me rappelle plus l'expression. C'est devenu tellement normal qu'on ne se pose plus la question pour qu'on paye 2 ans de syndic chez le notaire. Comme je l'avais dit la dernière fois ici, le notaire n'a aucune obligation, n'a aucun rôle à jouer dans la relation de la copropriété syndic-acquéreur. Le notaire n'a pas à vous demander de déposer un chèque de syndic sous peine de ne pas finaliser le contrat. Il n'a pas le droit. Donc, vous finalisez la transaction avec le notaire. Le notaire reste dans son rôle de assurer que le bien n'a pas de dette, assurer la transaction dans les règles de l'art. Tout ce qui concerne le syndic, c'est entre vous et le syndic. Et vous payez une cotisation de syndic, que ce soit un trimestre, 6 mois, 1 an ou même 10 ans, si j'ai une référence légale, c'est-à-dire monsieur le syndic, il y a un compte déjà au nom du syndicat des copropriétaires. Bien sûr, un compte au nom du syndicat des copropriétaires, un PV d'assemblée générale qui justifie c'est le minimum syndical, et un budget qui justifie cette somme que je vais verser pour savoir où est-ce que cet argent va aller. Il y a un auditeur qui nous a contacté, me semble-t-il, de Marrakech. Si Taïb est avec nous à l'antenne. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Saoudi, ça va, vous allez bien? Pour le mieux, toujours. On essaie. Alhamdoulilah. Oui. Alors, moi j'appelle pour une petite question, s'il vous plaît. Ma question est la suivante. Nous avons une assemblée générale pour bientôt. Et normalement, on fait appel à un huissier de justice. Ah. Voilà. Alors, quel serait le rôle du huissier de justice? Tout simplement. Très bien. Alors, vous dites, vous faites appel comme d'habitude, c'est-à-dire tous les ans, vous avez l'habitude de ramener un huissier de justice. Pourquoi vous ramenez un huissier de justice? Parce que, s'il y a un différend ou quelque chose comme ça, il doit le consigner. D'accord, ok. Mais est-ce que vous faites bien votre PV du président et secrétaire de séance?
Oui. Très bien. Oui, sans problème. Ok. Sans problème. Alors, si vous voulez, la loi 1800 modifiée, la loi sur la copropriété, à aucun moment, elle fait référence à la présence d'un huissier de justice. D'accord? L'huissier de justice, c'est une personne qui a assermenté, qui est là, qui vient pour faire un constat. D'accord? Il ne fait pas un PV, il fait un constat. D'ailleurs, le document qu'il remet, il s'appelle Mahdar Muayana. Muayana. Exactement. Ce dont vous avez besoin, vous, pour vos démarches légales et pour le fond de dossier de votre résidence, c'est le PV du président et secrétaire de séance. Maintenant, dans certaines copropriétés, on va ramener un huissier, oui, si on sait qu'il va y avoir des différences, si on sait que il y a un risque d'infidélité, des reports, des propos rapportés, mais sachez si on se dit que ça va mal se passer, qu'il y aura des conflits. Mais sachez qu'il n'y a aucune obligation légale pour ramener un huissier de justice, et le PV de l'huissier de justice qu'il vous remet, c'est quelque chose que vous n'allez pas en avoir besoin pour le fonctionnement de la résidence par la suite. Alors, si la question c'était essentiellement de savoir si c'était obligatoire, si c'était judicieux, si c'était utile. C'est bien cela. C'est ça. Alors, c'est effectivement, et là, madame a répondu, c'est que, bon, pour éviter, il doit constater, c'est Muayana, exactement, et bien sûr, pour éviter les débordements, entre autres. Oui, mais quand on se dit qu'il y aura possiblement des débordements, lorsqu'il y a peut-être des tensions, il y a les groupes WhatsApp qui nous renseignent assez bien. Il y a des tensions. Les tensions, c'est qu'il y a des gens qui, si vous voulez, ils ne paient pas. Ils ne veulent pas payer. Ah bah. Ils ne veulent pas qu'on les poursuive en justice. Ah bah. Déjà que quand on ne paye pas, déjà on est interdit d'assister à l'Assemblée Générale. Donc. Oui. Exactement. Mais malheureusement, il faut une présence forte pour dissuader, parce que sinon. En fait, si tu veux, l'huissier de justice. On a beau afficher un papier, il est interdit d'eux. Si la personne veut rentrer, quand on a un huissier de justice dans une résidence, dans une assemblée générale, les gens, on va dire, ils vont avoir l'oreille, c'est-à-dire, oui, si l'huissier l'a dit, c'est que c'est vrai. En fait, c'est que cette casquette de huissier fait que ça donne une crédibilité. Oui. Mais à condition qu'il ait de gros yeux. Qu'il ait un certain gabarit. Donc, des fois, ça nous arrive, nous, de dire, monsieur, vous n'avez pas le droit d'assister. Et quand c'est un huissier qui le dit, ça a plus de poids. Mais en fait, non, il n'y a aucune obligation de ramener un huissier de justice lors d'une assemblée générale. Non, mais franchement, Sitaïb, c'est quand même incroyable. Des personnes qui sont fautives, qui ne payent pas les charges de copropriété, sont en colère et vont créer la zizanie. C'est tellement plus facile. Non, mais c'est quand même sidérant. C'est quand même le monde à l'envers. Exactement. Ils ne veulent pas payer. Ah oui. Et parfois, ils veulent prendre même si vous voulez, la gestion du syndic. Ah bah c'est le monde à l'envers. Non, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? C'est quand même sidérant. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, mais c'est quand même incroyable. Je vous remercie, Sitaïb. Je ne sais pas si vous avez. Merci à vous. Merci à vous et très bonne journée. Très très bonne journée à vous aussi. Merci. Très instructive. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. On essaie de faire au mieux. Bon, je vous remercie également pour votre bonne énergie. Sitaïb, c'est pas la première fois qu'on l'a en ligne, je pense. J'interviens à plusieurs fois. Voilà. Sitaïb de Marrakech, ça me dit c'est quelque chose. En principe, j'habite Casa, mais en ce moment, je suis sur Marrakech. Rarement les invités ont cette déformation professionnelle. C'est vrai que, bon, à force, on est très sensible à la voix. Bon, Daniel El Nasseri. Mais c'est vrai que, bon, maintenant, c'est une autre de tes casquettes. Hein. Intervenir dans certains médias à titre, de partage. Maintenant, on commence à développer l'oreille. Alors, on m'a dit qu'il y a d'autres auditeurs qui souhaitent s'exprimer. On a la respiration musicale qu'on va décaler. Et on va céder la parole immédiatement. C'est Mohamed qui est avec nous de Casablanca. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais m'adresser à notre consultante. Je viens de prendre cette année la responsabilité du syndic et je me suis rendu compte que 2 magasins qui se trouvent au rez-de-chaussée ne sont pas concernés par le syndic. Ils n'ont jamais été appelés à ni assister à l'Assemblée générale, ni à payer les redevances que payent normalement les copropriétaires, les habitants, parce que c'est une résidence d'habitation.
Et au rez-de-chaussée, il y a deux magasins. Comment dois-je contraindre à cotiser parce qu'ils sont quand même copropriétaires. Bien sûr, également. Complètement. Et ils n'ont jamais été conviés à des assemblées générales, c'est ça? Ils n'ont jamais assisté ni aux assemblées générales. Non, est-ce qu'ils ont été conviés et pas assistés? Ou alors ils ont envoyé les lettres. Ils n'ont pas été conviés. Voilà, c'est ça. Parce Donc, que c'est une erreur du syndic. Ouais. Le précédent syndic avait l'impression que qui ne faisaient pas partie de la partie. Ils allaient utiliser les garages. De la copropriété. Oui. D'accord. Il les a exclus automatiquement. Alors moi, je me suis rendu compte que probablement, étant donné qu'ils sont copropriétaires, ils doivent participer aux dépenses parce que il y a les canalisations des eaux usées qui se trouvent dans l'appartement, dans l'immeuble. Il y a les compteurs d'eau et d'électricité qui se trouvent dans l'immeuble. Et il y a la façade qui doit être ravalée. Oui, complètement. Ouais. Il y a beaucoup de choses dont beaucoup de choses qui interviennent dans la gestion de l'immeuble. Et je me suis dit, il faudrait que j'arrive à faire intéresser ces gens-là à payer et les convaincre à cotiser. Ah oui, même ceux qui ont toutes les raisons d'être convaincus, quelquefois font la sourde oreille. Votre mission n'est pas des plus simples. Dalila Nasseri. Alors il faut commencer bien sûr par les convoquer à l'Assemblée générale. Maintenant, ils n'ont jamais été conviés à celle d'avant. Quand on n'a jamais payé, voilà. Oui. Donc il faut les convier à l'Assemblée générale, à la convocation, enfin leur envoyer une convocation. Il faut les convier à l'Assemblée générale. La prochaine Assemblée générale, il faut les convier. Exactement, il faut leur envoyer une convocation légale, c'est-à-dire soit par recommandé, soit remise en main propre contre signature, soit par huissier de justice. D'accord ? Oui. À ce moment-là, qu'ils viennent ou pas, c'est leur problème, mais vous aurez fait ce qu'on appelle une notification légale envers un copropriétaire. D'accord. Voilà, d'accord. Ensuite, et vous leur envoyez le rappel de fonds, le rappel de charge. Qu'est-ce qu'ils doivent payer? Les 4 dernières années de l'INCD? Ça va être difficile. Il y a des vices de forme, ils n'ont jamais été conviés, ils n'ont jamais participé à la vie de la copropriété. Mais on peut essayer. Mais parce que je considère que c'est un manque à gagner pour la communauté. Complètement. Mais vous êtes dans votre droit. C'est-à-dire que les commerces font partie pleinement d'une résidence. Le commerce, il fait partie de la copropriété. Il a son fonds de commerce qui est valorisé par la façade. Moi, je dis toujours, si l'immeuble s'effondre, l'assurance ne va pas rembourser entre guillemets, c'est l'image, ne va pas rembourser que les appartements et pas les magasins. C'est le magasin, au contraire, il a plus de sa présence, sa participation a plus de valeur, enfin ça valorise son fonds de commerce, ce qui n'est pas le cas d'un appartement. L'appartement, c'est quand il veut revendre qu'on regarde la valorisation. Mais le commerce, c'est tous les jours que son fonds de commerce doit être valorisé. Oui. Donc ça, c'est des arguments à faire entendre, si Mohamed. D'accord. Alors, mais c'est nous qui vous remercions. Il y a également une dimension, entre guillemets, pas de négociation, mais il faut expliquer. Voilà, donc il faut avoir une forme de doigté, de tact, et de ce point de vue, j'imagine que quand on est syndic professionnel, qu'on a repris certaines copropriétés qui étaient gérées quelquefois par des syndics bénévoles, on a pu vivre ce type de situation, Dalila Nasseri. Complètement. Là, très souvent, les commerces, alors, ils disent nous, on n'utilise pas l'ascenseur, nos enfants ne rentrent pas jouer dans le jardin, nous, on ne rentre pas à l'intérieur. Mais en fait, ils oublient que ni les terrasses, quoique, ils ont leurs climatiseurs qui sont gainés dans avec les parties communes. Ils ont leur bloc climatiseur dans le sous-sol ou dans les terrasses. Et ils ont la façade, ils ont la sécurité, ils font partie pleinement de la résidence, d'une copropriété.
Donc, mais ils sont pas spécialement spontanément, en tout cas convaincus Oui, de la nécessité de payer les charges. Après, l'usage ou l'urf, comme on dit, fait que souvent on peut décider qu'ils ne paieront pas la même chose du fait qu'ils n'ont pas la même utilisation des parties communes. Oui, mais moi j'ai entendu des situations vraiment très 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 différentes. Bon, à force, depuis un certain moment, on a pu organiser entre guillemets un certain nombre d'émissions sur la copropriété. On a eu des copropriétaires qui voulaient faire payer 10 fois plus en charge locale parce qu'ils faisaient beaucoup de chiffre d'affaires. On a eu le cas de commerces qui nous ont appelés, nous disant effectivement ce qu'on vient d'entendre. On participe, on va faire très peu usage des parties communes, en conséquence de quoi on les use beaucoup moins, donc on doit payer beaucoup moins. On a vu des copropriétés qui faisaient payer la moitié des charges entre guillemets au commerce. Voilà, 50%. Donc il y a un peu de tout. Oui, il y a un peu de tout. Et puis là, comme je dis, le droit de la copropriété est un droit privé. Tout ce que les parties prenant dans une assemblée générale décideront entre elles et voteront dans les règles de l'art est opposable dès lors qu'on ne va pas à l'encontre du droit commun. Donc, si je veux décider si on décide que les sachant qu'il n'y a que 2 commerces et le reste, c'est des appartements. Si on décide donc la loi de la majorité a vite fait de trancher cette question-là. Si on décide que les commerces ne paieront que 50%, je peux le décider en assemblée générale. Oui. Mais je ne peux pas, par exemple, décider de les exclure de la copropriété. Je ne peux pas aller à l'encontre du fondement de la loi. J'entends bien, mais bon, il y a quelque chose qu'on appelle la loi des nombres. Il y a 2 commerces dans le cas qu'on nous a présenté. Puis aussi un dispositif. Il y a des copropriétaires qui vont très naturellement estimer que bon, il y a des charges à payer, on paye nos charges, vous payez les vôtres. Exactement, mais il y a un dispositif légal qui prévoit que toute personne qui estime que sa cotisation est surévaluée ou qu'il est lésé ou qu'il paye plus que ce qu'il pourrait payer peut saisir le tribunal de première instance. Charge à eux si ils s'estiment lésés. Charge à eux de prouver qu'il doit payer cette cotisation, effectivement. Voilà. C'est prévu par la loi. Donc, en tout cas, c'est un débat qui existe toujours avec les commerces. Ah oui. D'un côté, le commerce qui dit mais moi je profite pas, je vois pas pourquoi je paye. Et de l'autre côté, le résidentiel qui compte limite le chiffre d'affaires pour dire mais c'est quoi cette cotisation en face du chiffre d'affaires qu'il fait. Ça, c'est toujours là, c'est éternel cette querelle. Ah bah bon, nous on évite les querelles dues au retard, même si manifestement nous avons un peu de temps, même si Karim Droné nous rejoint toujours un peu plus tôt pour ce qui est du dernier flash qu'il va nous présenter. Alors je rappelle simplement que nous resterons à l'antenne jusqu'à midi. Si vous avez des questions sur la copropriété, la multirisque immeuble, sur les assemblées générales, sur le recouvrement, n'hésitez pas à les faire entendre. Vous pourrez nous contacter, vous le savez, au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec notre invitée Delilna Nasseri que je présenterai rapidement pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Elle est directrice générale de la société de syndic Gestis et nous sommes avec un auditeur, Si Mohamed, qui est avec nous à l'antenne, qui nous appelle de Casablanca. Bonjour. Oui, bonjour. On est à votre écoute, Si Mohamed. Alors, moi, j'aimerais rajouter quelques petits points que Madame a très bien expliqués. C'est-à-dire que, logiquement, on a un règlement de copropriété. Oui. Dans ce règlement de copropriété, c'est divisé en parts. Par rapport par exemple, on va dire qu'un immeuble, il fait 10 000 parts. Chaque titre de propriété a un nombre de parts. Oui. Donc, ces titres de propriété, après, on a les parties communes. Donc, chaque titre de propriété a un nombre de parts de parties communes. Donc, comment on fait? On additionne toutes les charges qu'on a dans tous les meubles, assurance, tout ce qui est entretien, tout ce qui est garantie, et puis on le divise par part. Donc, chacun a sa quote-part, et c'est ce qu'on doit normalement payer. Oui. Maintenant, après, comme Madame a dit, c'est à charge des habitants de dire non, on va prendre en charge tant de plus que les magasins ou pas. Parce qu'il faut pas oublier que, comme Madame a dit, que si jamais l'immeuble s'effondre, les magasins, ils ont entre 30 et 40% du remboursement. C'est eux qui ont la plus grosse quote-part. Ah oui, absolument. Donc, mais effectivement, la difficulté, c'est qu'il s'agit de convaincre. Il y a des magasins qui n'ont jamais payé. Ce que vous dites, ce sont des arguments entre guillemets légaux et de bon sens. Mais encore faut-il qu'ils soient entendus, puisque même ceux qui sont juridiques. Oui, c'est complètement juridique. Vous avez entièrement raison. Mais ce qui est complètement juridique, c'est que les gens sont censés effectivement payer leurs charges de copropriété. Et manifestement, tout à l'heure, Taïb nous disait que
des personnes qui n'étaient qui n'avaient ni des magasins ni quoi que ce soit et voulaient prendre la responsabilité du syndic alors qu'ils ne payent même pas même les charges, charges qu'elles sont censées payer. Effectivement. Oui. Effectivement, mais là, on passe, comme a dit madame, avec premièrement une discussion, deuxièmement un recommandé, troisièmement un huissier, quatrièmement c'est la justice. On n'a pas le choix aujourd'hui. Ah bah, vous parlez dehors, si Mohamed. Je sais pas, est-ce que vous êtes syndic bénévole? J'ai été syndic bénévole pendant 15 ans dans mon immeuble, je sais comment ça se passe et je sais que c'est dur quand c'est le voisin qui parle au voisin. Très délicat. Ah bah oui. Et susceptibilité à n'en plus finir. Oui, c'est toquer aux portes après son travail, après sa vie de famille. Oui, c'est. Oui. On explique que c'est pour le bien de tout le monde et après quand on voit que ça marche pas ou on remet tout à un syndic externe, le syndic externe il travaille avec sa tête, pas avec son cœur. Et c'est ce qui doit être fait. Oui. C'est très ingrat quand on est syndic bénévole. On m'a souvent dit la phrase de ما تخافش غادي نخلصك ولا صافي ما راك في بالي. Faire la manche, c'est très très. Et je peux vous dire une chose, que c'est les gens qui ont le plus d'argent qui ne payent pas. Ah oui, donc, il n'y a pas de règle, effectivement. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle dans la vie. Madame pourrait vous le confirmer. Non, mais certains esprits chagrins vous diront que s'ils ont pu cumuler de l'argent, c'est peut-être... en écoutant, disons, les parts les moins nobles dans leur cœur. C'est parfois, effectivement, le constat que certains font. Il y a des copropriétés, manifestement, où même le prix de l'acquisition des biens qui sont achetés est très élevé. Et pourtant, on se retrouve, on peut faire le constat que ça part à volo, les gens ne payent pas et ainsi de suite. Donc, oui. Le prix qu'on a payé l'appartement, on a pris la responsabilité de le faire. On fait la même chose. À l'étranger, c'est exactement la même chose. À l'étranger, on est obligé de payer. C'est la même chose chez nous. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas chez nous? C'est ce qu'on appelle aussi le civisme. Et le civisme, exactement, le sens du civisme. Moi, j'ai cru entendre le cynisme de certains. Non. Mais je vous remercie, si Mohamed. Je ne sais pas si vous aviez d'autres avis à faire entendre disons que moi-même, je rajouterais, après avoir marqué toutes les charges, je rajouterais entre 15 et 20% en plus pour les grosses charges quand on a des intempéries, quand on a des charges imprévues. Oui. Au moins, quand on fait les comptes, on n'a pas un gros appel de fonds à faire. Oui, ça évite d'organiser, entre guillemets, des assemblées générales extraordinaires. Voilà. Et c'est toujours utile si, effectivement, les fonds aboutissent dans les faits, dans ces fameux comptes au nom du syndicat de copropriétaires. Oui, tout reste dans la caisse. Oui. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Mohamed. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. On va bien entendu essayer de passer la parole aux auditeurs qui nous écoutent. Ceux qui effectivement veulent poser des questions, n'hésitez pas toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Je me dois très rapidement à ces piqûres de rappel, surtout qu'on arrive à la fin de l'émission. On m'indique que si Mohamed est avec nous à l'antenne. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bonjour Assini. Bonjour, c'est très gentil. Bonjour à vous. Maître, je ne sais pas vraiment le nom, mais voilà, j'ai une petite question, s'il vous plaît. D'accord, j'habite dans une résidence, bien sûr, c'est pas une résidence fermée, il y a des immeubles comme ça, depuis presque 7 ans maintenant. Le problème que, après le projet, bien sûr, il est terminé, on a acheté les appartements, bien sûr, il y avait toujours un syndicat qui est resté, que la société qui nous a vendu les appartements, il a laissé un syndic, bien sûr, pendant 2 ans. Mais après ça, on a fait un assemblée générale, le premier, le deuxième. Et au début, il y avait des bivolents, des gens de la résidence qui ont pris en charge le truc de syndic. Mais ça n'a pas marché, bien sûr. Après, on a fait appel à une petite société. Oui. Au début, ça va. Mais, comme toujours, il y a le problème que la plupart des habitants ne payent pas. Ah. Soit des raisons qu'ils disent non, j'habite pas à l'appartement. Chacun sa propre raison qui n'est pas vraiment, c'est pas une raison vraiment qui est, comment dire, vraiment forte, mais de toute façon. Alors maintenant, on a, bien sûr, le premier syndicat, il est déjà parti, mais après, il nous a laissé, c'est pas lui, bien sûr, c'est pas le syndicat, mais on a des dettes de consommation d'eau et d'électricité des immeubles qui
qui atteint presque un montant de 100 000 ou 110 000 dirhams presque pour le moment, jusqu'à maintenant. Oui. Maintenant, on est en train de trouver un autre syndic. Mais le problème, c'est que je pense que même ces compagnies qui viennent, ces syndics qui viennent, je sais pas, est-ce que juridiquement, ils ont pas le droit de suivre, soi-disant, les gens qui payent pas au tribunal et tout ça, ou bien ils évitent de le faire. Mais ma question, si nous, les habitants, quelques-uns, je sais pas combien, j'ai entendu dire qu'il y a un truc qu'on peut demander au tribunal de nous accorder un syndic, soi-disant, à travers le tribunal. Est-ce que c'est faisable? On a bien compris la situation. Alors, il y a des dettes considérables. Le syndic, on n'a pas poursuivi les gens en justice, donc les gens n'ont pas nécessairement effectivement payé. Il y a une ardoise qui s'est cumulée. Il y a des charges considérables qui sont impayées. Alors, comment rétablir la situation? C'est vrai qu'il y a cette possibilité pour le tribunal de nommer un syndic, est-ce qu'il y a, entre guillemets, lorsqu'on en a la volonté, la possibilité de rétablir une situation qui s'est extrêmement dégradée? Dalila Nassali. Alors, ce dont cet auditeur parle, c'est ce qu'on appelle l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire, l'article 59, c'est quelque chose qui est prévu dans la loi, mais qui est prévu dans des cas spécifiques, ce qu'on appelle en arabe « stihalat tsir », c'est-à-dire qu'on ne peut plus gérer cette résidence de par le fait qu'on a un cas de force majeure. Très souvent, le cas de force majeure qui enclenche la mise en place d'un administrateur provisoire, c'est une saisie sur le compte bancaire. C'est-à-dire qu'on a tellement de dettes, on a une saisie sur le compte bancaire, on ne s'en sort plus, impossible d'avancer. Là, le tribunal, vous pouvez faire une demande qui est faite par 10% des copropriétaires au tribunal demandant la mise en place, la nomination d'un administrateur provisoire qui peut être un particulier, un riverain, un voisin ou qui peut être un syndic professionnel. Alors cet administrateur provisoire, il a pour rôle de remettre à plat le fonctionnement de la résidence, première mission, lever la saisie et commencer à faire le recouvrement. L'avantage de l'administrateur provisoire, c'est que c'est une action en référé. La copropriété, elle a une espèce d'état de grâce pendant la durée du mandat de l'administrateur provisoire, c'est qu'on ne peut pas intenter une action en justice. Un créancier ne peut pas réintenter une action en justice tant que l'administrateur provisoire est là. Donc, ça lui donne une espèce d'état de grâce pour qu'elle se remette, sur les pieds. Il a toutes les prérogatives d'un syndic, l'administrateur provisoire. Il a toutes les prérogatives d'un syndic, c'est juste qu'il est nommé exactement par le tribunal. En plus d'avoir... Parmi les copropriétaires ou parmi les syndics professionnels? Les deux. C'est-à-dire ce que la requête des 10% a exprimé. C'est en fonction des... Oui. Ça, c'est très important. Oui. Et une fois que la saisie est levée, en général, c'est l'élément bloquant dans une résidence, le syndic provisoire doit convoquer une assemblée générale pour passer la main. Et si les gens sont OK, ils vont le maintenir. Sinon... Alors, si c'est un syndic professionnel, ça m'est arrivé à 2-3 reprises. J'ai été élue après la fin de mon mandat de syndic d'administrateur provisoire. L'idée est de tenir une assemblée générale, rendre les comptes de cette période, rendre les comptes au tribunal et passer la main à un syndic élu conformément à l'article 19 de la loi 1800 modifiée. La dette, avoir des dettes, ce n'est pas un élément bloquant. C'est juste la vie d'une copropriété. Ester en justice les gens pour payer, ce n'est pas un élément bloquant. C'est juste la vie manifestement, la personne qui était syndic n'a poursuivi personne en justice. Et souvent, effectivement, l'intérêt, c'est souvent la force de l'exemple. C'est lorsqu'il y a quelques cas probants, manifestement, ça peut dissuader ceux qui ont des arguments entre guillemets ubuesques, comme on a pu l'entendre, gens qui disent, de personnes qui disent, je n'habite pas la résidence ou que sais-je encore. On va revenir. Je crois que l'auditeur est avec nous. Il y a une courte respiration musicale et publicitaire. On va se retrouver pour les dernières minutes de l'émission. On peut déborder. Quelques instants, mais on essaiera de se rattraper dans quelques minutes après la courte pause musicale. Et nous reprenons. Alors la pause musicale, entre guillemets, on l'avait annoncé. On va simplement profiter très rapidement avant de reprendre la suite de notre émission des experts. Je précise que durant les dernières minutes, on essaiera de faire au mieux pour répondre à vos questions si vous souhaitez les poser. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.
tous les jours jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Alors on y vient toujours, à la toute fin par nécessité, ces questions de recouvrement, toujours lorsqu'on programme des émissions sur la copropriété. On parlait bien entendu de la multirisque immeuble, mais encore faut-il avoir le matelas financier qui permet, en l'occurrence, de se permettre d'avoir une forme de sécurité et en conséquence d'abord de régler le premier point qui est le point cardinal dans les copropriétés, c'est-à-dire recouvrer le maximum de charges des Leila Nasseri. Le recouvrement, bien sûr, c'est le nerf de guerre. Je suis une résidence qui a du budget, qui a de l'argent sur le compte. On se pose pas la question. On a des problèmes de riches, d'investissement. On se pose la question, est-ce qu'on fait du solaire? Est-ce qu'on fait plutôt une pépinière? J'ai des résidences qui ont ce type de problème. Oui. Elles ont des revenus publicitaires d'ailleurs? Non, pas du tout. Ils ont un bon syndic. Donc, pour revenir à ce que... C'est vrai qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Notre auditeur, là, c'est Mohamed, c'est ça? Donc, tout à fait. Rétablir une situation difficile. On peut pas rester en justice tout le monde. Si j'ai une résidence de 40 personnes, de 40 appartements, je ne vais pas envoyer 40 dossiers au tribunal. C'est pas possible. Le recouvrement, c'est un processus, c'est une science. C'est-à-dire, il faut faire des appels de fonds, il faut envoyer des rappels. Il faut faire des appels téléphoniques, il faut déposer les appels de charge, les remettre en main propre, il faut envoyer par messagerie. Donc c'est un tapage qu'on fait pour qu'à la fin, par raisonnement d'entonnoir, j'arrive à un certain nombre de dossiers que éventuellement je vais aller porter devant les tribunaux. Et sur ces dossiers-là, je vais quand même envoyer des mises en demeure pour préserver pour stopper la prescription, préserver le droit de la copropriété déjà. Et quand on envoie les mises en demeure, très souvent, il y a du retour. Et des gens qui ne supportent pas qu'un huissier de justice toque à leur porte avec un document où c'est marqué, voilà. Ah oui, c'est un peu humiliant. Exact, tout à fait. Donc, en suivant ce processus, je vais arriver à un certain nombre de dossiers raisonnables que je pourrais présenter au tribunal de première instance. Et sur ces dossiers-là, je ne vais pas aller ester en justice 40 personnes. Je vais prendre, 2 ou 3 dossiers. Je vais les instruire, les remettre à un avocat, avoir les injonctions de paiement. Un bon avocat, j'en connais quelques-uns. Remettre le dossier, avoir l'injonction de paiement, ce qu'on appelle amr bil ada, et le faire savoir, c'est-à-dire dire au copropriétaire, attention, je suis un syndic qui va jusqu'au bout et on va vous ester en justice, payer, ça vous coûtera plus cher parce que là, vous serez obligé, vous de votre côté, de prendre aussi un avocat et de défendre vos intérêts. Une fois que j'ai ces jugements-là, encore une fois, ça ne me ramène pas l'argent. Il faut que j'aille notifier, il faut que j'aille faire ce qu'on appelle Massat al-Faraya, ou bien ce qu'on appelle les saisies, les diverses procédures secondaires. Oui. Saisie sur bien, saisie conservatoire sur bien, saisie sur compte bancaire, saisie exécutoire, saisie sur les divers, ce qu'on appelle sur le molkolet. Donc tout ça, autant de frais, autant de procédures en plus qu'il faut faire pour préserver le droit de la copropriété, mais surtout communiquer et informer les copropriétaires qu'il se passe des choses. Et ça permet de reprendre le droit chemin, comme on dit, et réfléchir deux fois avant de refuser de payer, parce que ça vous coûte 2 fois plus cher. Bien entendu. Nous, on sera dessaisis pour des micros, puisqu'on va céder la parole à ceux qui vont nous présenter les actualités. Kamel Rsal va nous rejoindre dans quelques instants pour nous présenter le journal d'information en langue arabe, et bien entendu, la suite des programmes est assumée et assurée par Ahmed Eloua, qui sera en charge d'Atlantique Midi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi.